n'est pas arbitraire, elle existe bel et bien dans l'article 1er de la Convention de 1948 relative à la prévention et à la répression des crimes de génocide. Ceci étant, pour revenir à votre question, madame, le meurtre d'une seule personne, pour des raisons religieuses, ethniques ou politiques, peut être considéré comme un génocide. Alors, bon, j'ai eu un peu de perplexité, en fait, à préparer mon intervention quand j'ai été invité à ce débat, du fait que, en tant qu'avocat, je viens de sortir d'un procès en Tunisie où j'ai obtenu un jugement clément qui ne dépasse pas, dans les pires des cas, 3 ans de prison pour les anciens chefs de l'appareil sécuritaire de l'ancien régime en Tunisie. Donc, quelques jours après, je me trouve dans la position opposée à défendre des valeurs différentes. Et je me réjouis qu'il n'y ait pas de Tunisiens ici présents pour me dire c'est pas ce que vous racontiez dans les plateaux il y a quelques jours. Alors, le combat pour la justice et contre l'impunité est d'une grande actualité dans les pays de l'Afrique du Nord qui ont connu un changement de régime suite à des soulèvements populaires. La solution adoptée par certains de ces pays dans la Tunisie est une solution exceptionnelle et qui s'articule en fait autour du concept de justice transitionnelle. Ce concept largement soumis au pouvoir discrétionnaire des États est aujourd'hui largement, dans une large mesure, réglementé par un corps de règles de droit international. Ce concept, d'ailleurs, nous invite à rendre un hommage solennel au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a largement contribué à l'élaboration d'un système intégré de mécanismes ayant pour objectif l'harmonisation du droit international en matière de justice transitionnelle. Mais d'abord, commençons par la définition de ce concept de justice transitionnelle. La justice transitionnelle est un ensemble de moyens mis en œuvre pour fixer les atteintes aux droits de l'homme commises par un régime autoritaire ou dans le cadre d'un conflit armé, afin de rétablir la dignité des victimes et aboutir à la réconciliation nationale. Le qualificatif transitionnel pose d'ores et déjà un paradoxe. Un paradoxe qui consiste dans la difficulté d'allier à l'idée de permanence et de stabilité de la justice l'idée de discontinuité et d'exceptionnalité du qualificatif transitionnel. La justice destinée à perdurer peut-elle s'accommoder de dispositifs transitoires et éphémères? La réponse est non, si les mécanismes de transition visent à instaurer un régime de vengeance déguisé. La réponse serait oui, si les mécanismes transitoires reposent sur un certain nombre de valeurs et de principes qui visent à préserver l'articulation de la justice transitionnelle dans le cadre de la justice ordinaire. Sous un angle pragmatique, les principes fondamentaux de droit ne doivent en aucun cas et sous aucun prétexte être bafoués au nom d'une quelconque justice, même s'il s'agit de la justice transitionnelle. Je prends un exemple pratique.
La loi organique numéro 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l'organisation de la justice transitionnelle en Tunisie prévoit dans son article 8 la création de chambres dites spécialisées pour statuer sur les affaires relatives aux atteintes graves aux droits de l'homme. Création de chambres spécialisées. Cette disposition est une atteinte grave à un principe fondamental de droit international qui considère les tribunaux d'exception comme étant contraires au droit international et au droit à un procès équitable par un tribunal ordinaire compétent. J'ai cité l'exemple de la Tunisie, mais chaque modèle de transition est unique et a ses spécificités. Ceci étant, on peut dire qu'il y a dans la trentaine d'expériences de justice transitionnelle dans le monde, de l'Argentine à l'Afghanistan, de la Bosnie, au Maroc, il y a un dénominateur commun. 5 axes majeurs peuvent constituer le socle sur lequel repose la justice transitionnelle. 1. Rechercher la vérité. 2. Poursuite pénale et civile contre les auteurs de crimes et de violations des droits de l'homme. 3. Réparation du préjudice subi par la victime. 4. Peut-être c'est le plus important, réconciliation nationale. Et 5. Réforme des institutions judiciaires et politiques. C'est ce que l'on entend par justice transitionnelle. Certains se posent la question de savoir pourquoi la nécessité d'engager des poursuites pénales à une période où l'on tend à ouvrir une nouvelle page de l'histoire d'une nation. L'expérience a montré que les amnisties qui empêchent l'action publique pour des crimes odieux n'ont guère de chance de durer, même dans les cas où elles auraient été adoptées dans l'espoir de promouvoir la réconciliation nationale. En Argentine, par exemple, le gouvernement a fait prévaloir le besoin urgent de réconciliation nationale et la consolidation de la démocratie pour adopter en décembre 1980 la loi dite Ley del Punto Final. Il faut qu'on mette un point final à ce qui s'est passé auparavant. C'était en 1980. En 2003, presque 23 ans plus tard, le Congrès argentin a annulé cette loi qui porte amnistie avec effet rétroactif. Et la Cour suprême argentine a validé l'annulation. Au Chili voisin, une amnistie décrétée par le régime de Pinochet a été ignorée au motif que l'amnistie ne peut en aucun cas avoir pour objectif la garantie contre l'impunité. Cette même idée a été développée par différents secrétaires généraux des Nations Unies. M. Kofi Annan, dans un rapport intitulé « Rétablissement de l'état de droit et administration de la justice pendant les périodes de transition dont les sociétés ont proie à un conflit », avait affirmé que les accords de paix entérinés par l'Organisation des Nations Unies ne peuvent en aucun cas promettre l'amnistie pour les actes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou les atteintes graves aux droits de l'homme. La justice et la paix, précise le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ne sont pas des objectifs antagonistes. Au contraire, convenablement mises en œuvre, elles se renforcent l'une l'autre. Ban Ki-moon, également, lors d'une visite au Soudan en 2007, a confirmé cette philosophie en déclarant que la culture de l'impunité constitue une entrave à la paix. 2 exemples flagrants peuvent plaider en faveur de cette thèse. Les accords de paix de Lomé de 1999, portant amnistie, n'ont pas mis fin au conflit en Sierra Leone et n'ont pas dissuadé les auteurs d'atrocités de cesser leurs crimes. Par contre, la mise en accusation de Slobodan Milosevic en mai 1999, à l'époque président de l'ex-Yougoslavie, et alors même qu'il était en train de négocier la fin
de la guerre au Kosovo l'a obligé à accepter de retirer les forces serbes du Kosovo juste après sa mise en accusation. Ceci étant, les poursuites pénales dans le cadre de la justice transitionnelle ne doivent en aucun cas devenir un moyen de vengeance et de règlement de compte. Les accusés doivent impérativement subir des procès équitables selon les standards internationaux. La justice transitionnelle ne peut en aucun cas être assimilée à une revanche. Outre l'opportunité évidente des poursuites pénales à l'encontre des individus ayant commis des atrocités, il s'agit en fait d'une obligation de droit international. Ce n'est pas un choix. Un grand nombre de traités internationaux des droits de l'homme et de droit humanitaire, largement ratifiés, exigent des États, d'une manière explicite, de veiller à la répression de certaines atteintes aux droits de l'homme. Je vais en citer quelques-uns. Amnistier un génocide constitue une violation à la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Amnistier des crimes contre l'humanité est contraire à la Convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Amnistier le déclenchement de l'action publique contre les crimes de guerre serait incompatible avec les obligations contrariées par les États au titre des conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977. Amnistier la torture violerait la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui fait obligation à tout État partie à veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard du code pénal. Amnistier les disparitions forcées serait une atteinte à la Convention internationale pour la protection contre les disparitions forcées de 2006. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a d'ailleurs, dans une résolution numéro 1674, qui date de l'année 2006, a souligné que les États ont pour responsabilité de s'acquitter de l'obligation de mettre fin à l'impunité et de traduire en justice quiconque responsable de crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité, de violations flagrantes du droit international humanitaire. Ceci dans le cadre législatif international. De même, la jurisprudence internationale a donné son avis sur la question dans un arrêt exceptionnel. Une chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a considéré que les amnisties internes décrétées pour les crimes de torture ne peuvent empêcher le déclenchement de la procédure devant des tribunaux internationaux. Je termine avec le tribunal spécial pour la Sierra Leone, créé par un traité entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement sierra-léonais, qui a rejeté des exceptions d'incompétence s'agissant de crimes internationaux qui avaient été amnistiés. Lorsque la compétence est universelle, a conclu le tribunal, un État ne peut priver un autre État de sa compétence de poursuivre l'auteur de crimes en lui accordant l'amnistie. Pour conclure, la justice transitionnelle est un processus qui doit avoir pour finalité la réconciliation nationale, mais dans le respect de la dignité des victimes des atrocités. Merci de votre attention. Merci. Très bonne leçon de Laurent. Oui, très belle leçon de droit. Vraiment, on a été très instruit par avec en fait, tous les outils juridiques que vous avez cités. Je crois que le débat est ouvert parce qu'il y a certainement des réactions. Oui, monsieur. Merci. Maître Roger Baptiste-Bédina du barreau de Paris. C'est dommage parce qu'il y avait des questions sur lesquelles on aurait voulu répondre l'avant-midi, mais je faisais signe au président qui n'a pas voulu suivre et je ne saurais revenir sur ça, mais je vais quand même répondre sur ça. Parlons d'abord de ce qui a été dit tout à l'heure par mon confrère, l'arsenal juridique a été cité. La question de savoir est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cet arsenal peut être considéré comme étant
des règles de juste cogence, c'est-à-dire que comme des règles impératives qui sont capables de s'appliquer aux États, même qui n'ont pas signé, même qui n'ont pas reconnu les conventions. Sinon, on est encore dans le journalisme. C'est ça le problème. C'est ça la faiblesse de ces règles-là, justement. Deuxième point. Une réponse brève. Oui. Ces dispositions, ces législations ne concernent que les États signataires. Et voilà. Évidemment. C'est la première faiblesse. Donc, reste le problème qui a été débattu pendant longtemps ici, c'est le problème des intellectuels. La question que je me suis posée, que je vous demande, que vous vous posiez aussi, mettons au jour d'aujourd'hui, pour notre génération, peut-être celle d'avant, pas celle des années 60 quand même, où il y a eu quand même des intellectuels, mais celle d'après, mettons parler des intellectuels africains ou plutôt des diplômés. Actuellement, il y a beaucoup de diplômés en Afrique, beaucoup de diplômés. Est-ce que tous ces diplômés-là peuvent être considérés comme des intellectuels? Moi, pour ma part, je considère l'intellectuel comme dans la définition sociologique. Ce qui a été dégagé au cours de l'affaire Dreyfus, lorsqu'on a vu l'intervention d'un éminent, d'ailleurs comme Émile Zola, s'impliquer pour une cause qui n'était pas la sienne au départ, mais qui a fini par aboutir à apporter la solution que tout le monde a reconnue. Aujourd'hui, le comportement des diplômés africains, excusez-moi, parmi lesquels moi-même, est que, je prends un exemple très simple. On a eu un compatriote, moi je suis Goro Bazali, qui était maître de conférence à Reims, qui, au détour d'une conférence débat avec les autorités, a fini par être nommé, je ne sais pas, porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Il y a eu un arrêté signé par deux ministres, celui des Finances et celui de la propriété foncière, qui lui ont vendu une parcelle revenant au domaine privé de l'État, où il y avait l'ancienne territoire de Brazzaville, depuis les 1000 mètres carrés à 6 millions de francs CFA. Lorsqu'on sait que dans la même zone, 400 mètres carrés de francs CFA reviennent pratiquement à 100 millions de francs CFA. Donc l'écart entre 6 millions de francs CFA et 100 millions pour les citoyens lambda, pour quelqu'un qui est responsable du pays, qui a été quand même dans ce pays, qui a été responsable, professeur, maître de conférence dans l'université, nous laisse penser qu'au niveau de l'Afrique aujourd'hui, la question se pose de savoir si les diplômés sont intellectuels ou non. Oui, Donc ça c'est une première question. Pour moi, je crois que lorsqu'on demande aux gens que les intellectuels africains ne participent pas évidemment à ce que les génocides puissent être compris, puissent être évités, il faut que nous posions la question de savoir est-ce qu'il y a aujourd'hui des intellectuels en Afrique pour le faire, parce que nous ne devons pas compter sur les diplômés qui ne le font pas. Les diplômés, il y en a, est-ce qu'il y a des intellectuels? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Merci. Je vais répondre Merci. Je vais répondre à votre question de façon très courte. Vous avez quelque part donné vous-même la réponse. Des intellectuels en Afrique, il y en a. Le problème, c'est simplement que beaucoup d'entre eux ne s'engagent pas, ou quand ils s'engagent, ils ne s'engagent pas sur les bonnes causes, tout simplement. Voilà. C'est contradictoire. En fait, j'allais juste compléter, puisque vous l'aviez dit, qu'il y a une différence entre l'instruction et puis les valeurs. C'est pas la même chose. On peut être quelqu'un de très instruit et puis vendre son âme au diable, comme on dit. C'est d'être intellectuel. Les diplômés ne sont pas intellectuels. Non. Il faut quand même qu'on arrive à faire cette distinction majeure. L'instruction, on va recevoir, à travers l'instruction, on va recevoir la connaissance. J'ai parlé ce matin du docteur Mengele. Il était instruit. C'était un diplômé. Ça ne l'a pas empêché de mettre en place des expériences extravagantes au cours du génocide juif. Ça, c'est le docteur Mengele. L'instruction permet de recevoir la connaissance. Après, il y a le débat de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance que l'on a acquise. Exactement. Ça, c'est un point. Est-ce qu'on a un débat de... Par contre, ce qu'on va transmettre par l'éducation, ce sont essentiellement des valeurs. Et j'ai parlé ce matin d'une valeur essentielle qui est celle du respect de la sacralité de la vie. Donc les intellectuels que nous avons ont reçu, pour beaucoup,
une très bonne formation, donc une très bonne instruction, mais est-ce que ils ont reçu l'éducation qui leur permet de faire le bon choix, de s'engager pour les justes causes? C'est ça la question. En fait, excusez-moi de reproduire, mais je disais simplement que arrêtons d'avoir une conception littérale de l'intellectuel. Essayons d'adopter une conception sociologique de l'intellectuel. À partir du moment où le diplômé s'abstient de prendre fait cause pour l'évolution, je dirais positive, de sa société ou de la société dans laquelle il vit, il est diplômé, mais il ne corrige pas d'intellectuel. Je me l'applique à moi-même. Est-ce qu'il ne corrige pas d'intellectuel? Oui, excusez-moi, monsieur. En fait, vous avez une conception positive de l'intellectuel. Pour vous, sociologique. Voilà, en fait, pour vous, l'intellectuel en soi est forcément quelqu'un qui s'engage positivement pour la société. Ce qui, à mon sens, est une erreur. Parce que l'intellectuel choisit son camp. Avec son instruction, il choisit son camp. Il choisit de servir le fort ou le faible, de servir le riche ou le pauvre. Donc l'intellectuel use de son discernement. Et son discernement peut être faux. Bon, faux selon certaines valeurs, là encore, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais en ce qui nous concerne, les intellectuels africains, c'est qu'en Afrique, ceux qui disposent de l'argent, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Donc, le diplômé, comme vous le dites, qui finit ses études en France et qui rentre, et comme il ne veut pas être pauvre, il va servir la cause de ceux qui sont au pouvoir. Donc, il vend ses diplômes, son intelligence, à ceux qui ont le pouvoir pour avoir de l'argent. Ce sont des prostituées intellectuelles, à mon sens. Je pense que nous allons comprendre parce qu'on a un peu de retard. Là. Monsieur, dernière question. Cette question de l'intellectuel africain, moi j'ai fait allusion tout à l'heure, excusez-moi. Bon, je m'excuse parce que ça me dérange un peu. Cette question de l'intellectuel africain, j'ai fait rapidement allusion en parlant du fardeau de l'intellectuel africain comme le fameux fardeau de l'homme blanc. Il y a un aspect qui vient d'être souligné, c'est l'aspect économique. Mais ce n'est pas simplement l'intérêt. Dans les meilleurs des cas en Afrique, quand vous voulez prendre position pour des causes basées sur des valeurs, vous perdez votre emploi. Votre avancement est bloqué. Dans les pires des cas, vous allez en prison. Vous êtes assassiné par rapport à l'État. Maintenant, on a un autre phénomène avec ce qu'on appelle les terroristes. Je prends un exemple très simple. Par exemple, les attentats suicides au nom de l'islam. L'islam, il y a beaucoup de divergences d'école. Mais au-delà des divergences et des conflits intermusulmans, il y a une unanimité théologique. Le suicide est pire que le meurtre. Dans tous les textes. Et la plupart des éléments disent qu'un suicidé, on ne doit pas prier sur lui parce qu'il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a estimé qu'il n'attend plus rien de Dieu. Or, dans l'ensemble du monde musulman, personne ne peut simplement citer ces textes-là, parce qu'il risque d'être assassiné. Donc, la situation n'est pas facile de dire les intellectuels doivent et doivent. Donc, dans nos pays, il faut faire preuve d'héroïsme, et cet héroïsme qui est considéré par la famille, qui attend le retour de son investissement pour ses études, considéré comme une folie. Eh oui. Eh oui. Débat à suivre.